Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'avoir pris ce rendez-vous avec votre télévision Eden TV. Vous le savez, aujourd'hui, nous sommes dimanche 17 mai 2020, jour des élections municipales et communales au Bénin. Le Bénin est aux urnes, donc toute la journée, les populations vont donc voter dans les bureaux de vote. 5 partis donc en liste. Vous savez bien qu'il s'agit des partis comme l'UDBN, le Bloc républicain, l'UP, l'Union progressiste bien sûr, les forces Cori.Bénin émergents et puis le PRD, 3630 candidats en liste par parti politique. Nous avons 77 communes au Bénin avec les 546 arrondissements. Le Bénin expérimente la décentralisation de la gestion de nos communes, la gestion participative à la base depuis 2003 et nous suivons donc cette expérience chez nous. Nous sommes à la 4e élection en ce qui concerne les élections communales et municipales. Nous allons donc rester en votre compagnie jusqu'à 13h. Au cours de cette émission, nous allons appeler nos reporters sur le terrain, Porte-Novo, Cotonou, Lokossa, Parakou, pourquoi pas, et donc pour nous informer de ce qui se passe sur l'étendue du territoire national. Déjà, ils sont déployés sur le terrain, tous sur le terrain avant 7 h ce matin. Il y a eu déjà des informations qui nous arrivent dans ce studio, les premiers votants, quelques images tout à l'heure. Et puis nous allons aussi, au cours de cette émission, suivre une fois encore le message du président de la Commission nationale, la Commission électorale nationale autonome, Emmanuel Tiando, qui a procédé donc ce samedi à l'ouverture des élections communales du 17 mai. Également, il a profité de l'occasion pour expliquer donc la répartition des sièges. Un peu plus tard, nous y reviendrons avec d'autres invités dans ce studio. Mais pour l'heure, pour me tenir compagnie, j'ai dans ce studio Landry Adelakoun. Landry Adelakoun, bonjour. Bonjour, M. Maurice Lagua. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être venu éclairer la lanterne des uns et des autres. Vous êtes juriste. Aujourd'hui, donc, jour de vote, nous allons nous atteler à donc échanger, à prendre les informations sur le terrain. Landry Adelakoun, une fois encore, merci d'être venu dans ce studio. Et tout de suite, il faut dire que la décentralisation, nous l'avons démarrée en 2003. Si vous le permettez, on va rapidement faire un peu l'historique de cette décentralisation. Qu'est-ce que nous devons retenir aujourd'hui en ce qui concerne la mise en œuvre de la décentralisation au Bénin? Et déjà, je voudrais vous dire merci. Et comme vous l'avez dit, la décentralisation a bel et bien démarré depuis 2002-2003, précisément 2003, et avec la 4e élection qui est là aujourd'hui. Et donc, c'est dit que c'est une belle expérience que nous avons entamée depuis 17 ans. Depuis 17 ans aujourd'hui, et pour nous autres, nous pouvons dire que le Bénin est en train de marquer un pas vers le développement, un pas vers la démocratie à la base. Parce que la décentralisation, bien évidemment, c'est d'abord cela, c'est la démocratie à la base, c'est la participation citoyenne au niveau et les plus bas à l'échelle la plus basse de notre classe, de notre société. Et 17 années après, nous pouvons quand même faire le bilan et dire que nous avons connu quelques avancées, même si, et peut-être au fond, il y a eu quelques couacs également parce que sous d'autres cieux, la démocratie a consisté à accélérer le processus de développement, ce qui n'a pas été toujours le cas ici au Bénin. Nous avons connu quelques atermoiements, nous avons connu quelques fouvoiements qui n'encouragent pas notre développement. Nous espérons qu'après 17 années de pratique, et nous puissions quand même tirer les conséquences positives, tant négatives également, afin d'aller de l'avant, améliorer ce qui doit l'être et
et faire le bonheur de nos populations. Vous l'avez dit, 17 années de pratique, ça n'a pas été facile. Vous savez, ce n'est pas comme un bébé qui est né, comme on le dit, avec des dents. Ça a été difficile, on a connu des hauts et des bas, surtout avec la destitution, le vent de la destitution des maires à la tête des communes. Est-ce que vous avez un mot à placer à ce propos? Est-ce que ça peut aider véritablement à faire asseoir la décentralisation chez nous? Je pense que ce vent malheureux de destitution, je dirais accéléré, répété des maires est un point noir dans le processus de décentralisation que nous avons entamé. Et au même moment, je pense que c'est un point positif dans l'amélioration. Dans l'amélioration, si nous sommes conscients que nous devons améliorer ce qui est là et nous devons pouvoir tenir compte. Exactement. Vous verrez que la destitution des maires n'a été constatée que ces dernières années, plus précisément. Oui. C'est vrai qu'il y en avait, mais de façon, avec acuité, ces dernières années. Cela voudrait dire que nos lois sur la décentralisation, la pratique que nous avons faite jusque-là, nous révèlent au grand jour des limites qu'il est important, après bien évidemment des assises ou des travaux, des séminaires et de revoir. Et c'est pour vous dire que c'est triste pour la décentralisation parce que elle est d'abord le choix des populations à la base. Et il est un peu inconcevable que des manœuvres politiques ou politiciennes puissent quand même amener à destituer des gens légitimement choisis par leur père, mais avant cela, choisis par leur population à la base. Et c'est un peu triste, mais je pense que c'est des choses à revoir, c'est des choses à corriger dans les prochaines années. Et pour l'information que nous avons, c'est que les lois sur la décentralisation sont en train d'être revues depuis des années. Il y a un processus en cours. Nous espérons qu'au sorti des travaux, nous aurons des tests plus améliorés qui répondent à ces goulots d'étranglement, à ces manipulations politiques et que nous avons constatées jusque-là, qui, il faut le dire, sont des handicaps au processus de développement. Parlons justement des lois sur la décentralisation au cours donc de cette élection, la 4e, dans le cadre de la décentralisation, la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin sera expérimentée. Et donc, vous le savez, il y a eu des modifications, ces questions de 10%, la répartition des sièges et tout. Est-ce que vous avez un mot à placer à ce propos? Ce qu'il faut déjà dire, c'est qu'il faut d'abord remercier ceux-là qui ont pensé qu'il fallait revoir le code électoral de 2018, puisque nous l'avons dit ici que ce code ne nous permettrait pas d'aller aux élections suivantes. Et cela a été confirmé par ce que nous sommes en train de voir et que nous voulons expérimenter aujourd'hui. C'est déjà un point positif. Cela montre que ces autorités à divers niveaux sont réceptives et à tout ce qui est dit par le peuple, à tout ce qui est dit par la population. Et c'est déjà un plaisir. Maintenant, dans le fond, nous retenons que ce sera la première expérience de cette loi. Et je pense qu'au-delà de l'analyse ou des critiques que nous avons eu à faire, et nous aurons dans les jours à venir ou dans les heures à venir et les conséquences réelles et les leçons réelles à tirer sur le terrain. Cela nous permettra certainement de revoir également ce code. Mais ce qui est triste, c'est que nous constatons tout simplement que nous mettons en place un mécanisme législatif pour aller à une élection et quand nous finissons les élections, nous revenons encore toiletter ce texte. Ce n'est pas une belle démarche. La meilleure démarche aurait été de penser de façon holistique à tout ce qui pourrait constituer des obstacles et avoir un texte qui réponde réellement du point de vue légistique et du point de vue législatif à quelque chose de cohérent et qui réponde également à la sociologie de notre pays. Malheureusement, ce qui est là aujourd'hui, surtout avec la triste question posée à l'article 184 du code électoral dont nous parlons, qui parle du principe de 10%. Il s'agira là certainement d'une boîte de Pandore que nous aurons peut-être le temps de constater ou d'évaluer. Mais nous voudrions espérer que cela ne nous amènera pas là où nous le pensons, parce que au-delà des soulèvements qui peuvent être populaires, il y a également ce qui répond à notre sociologie, à notre contexte, à notre histoire, et nous voudrions bien espérer que cela n'arrivera pas dans notre pays.
Très bien. Alors, Landry, à présent, on va partir à la régie. À la régie avec la permission de Martin Tonisset, et qui donc va nous amener à la Sénat pour suivre le président de la Commission électorale nationale autonome qui a procédé donc ce samedi à l'ouverture des élections communales du 17 mai 2020. C'était au siège de l'institution à Cotonou. Dans son adresse, Emmanuel Tiando a invité les acteurs politiques et les électeurs à faire preuve de responsabilité pour le bon déroulement du scrutin et à respecter surtout les mesures barrières afin de ne pas favoriser la propagation du Covid-19. Avant de suivre l'extrait du président donc de la Sénat, Landry, nous avons déjà comme information que dans certains bureaux de vote, alors qu'on nous a informé que les bavettes sont gratuites, on doit automatiquement, systématiquement remettre des bavettes aux électeurs. Il y a des bureaux de vote où les gens cachent les bavettes et ne mettent pas les bavettes à la disposition des votants. L'information vient de nous parvenir puisque nous avons une consoeur qui revient d'un bureau de vote. Elle a donc insisté pour avoir sa bavette avant de pouvoir aller voter. Comment appréciez-vous ces comportements? Je pense que c'est des comportements déjà à décourager et au même moment dit que les autorités n'ont pas pensé, comme je le disais, intégrer des aspects sociologiques à tout ce qui est en train d'être défini. Sinon, on aurait compris que nous ne pouvons pas aller à des élections déjà dans ce contexte. Et maintenant, quand on veut aller à des élections dans ce contexte, il fallait prendre des mesures qui permettent quand même de contraindre les gens à donner, à faire ce qu'ils doivent faire et à répondre à leurs obligations et à répondre à leurs devoirs en mettant les bavettes à la disposition des gens. Et déjà, il faut dire qu'il n'y a pas, pour le moment, une loi qui rend obligatoire la distribution des bavettes dont vous parlez. Et cela pose un problème. Maintenant, de façon extensive, on pourrait mettre la distribution par certains agents sous la coupole des obligations qui relèvent des agents de bureau de vote et ainsi peut-être voir comment les contraindre, comment les punir. Mais déjà, il faut dire que du point de vue humain, c'est déplorable que les gens puissent agir ainsi quand on sait qu'il y a une menace. Maintenant, je le dis une fois encore, c'est parce que nos autorités ont voulu que les choses se passent ainsi que nous sommes là. Sinon, l'idéal, vous le savez plus que moi, que l'idéal aurait été de reporter tout simplement ces élections. Malheureusement, et ce serait difficile de le faire parce que quand vous prenez les différents textes, que ce soit la Constitution et le Code électoral, il a été précisé de façon expresse des dates. Cela voudrait dire que si nous allons à un report, ça jouera sur les élections à venir et sur les différents mandats à venir. Voilà la difficulté que les gens sont et il fallait forcer et maintenant nous y sommes. Ce qu'on peut dire, c'est que nous sommes encore au beau matin, que tous ces agents citoyens béninois qui sont dans les bureaux de poste puissent comprendre que la menace, elle est là et qu'il est d'un devoir citoyen de mettre à la disposition des gens ce que l'argent du contribuable a permis d'acquérir. Parce que c'est ce qu'il faut rappeler, ce n'est pas l'argent de quelqu'un d'autre, c'est l'argent de nous tous. Et on ne conçoit pas que des citoyens de ce pays, épris de paix et de justice, puissent quand même confisquer d'une manière ou d'une autre. Et des bavettes, cela s'appelle tout simplement un détournement de biens publics. Ça ne restera pas seulement à la dénonciation. Si ces personnes-là continuent, on va nommer les gens, nommer les bureaux de vote et nommer les personnes qui sont dans ces bureaux de vote pour que ces genres de manipulation ou du moins de manœuvres cessent. Et donc, nous allons suivre à présent un extrait de la déclaration du président de la Sénat qui hier a procédé au lancement des élections communales et municipales. Propos recueillis par ici Septien et Damien Pedro. Suivez. Nous vous avons conviés à cette séance de travail autour d'un seul point. Ce seul point concerne les modalités d'attribution des sièges après la tenue du scrutin. Cela nous a paru important de vous présenter la manière dont la Sénat se propose de procéder à l'attribution des sièges, parce que ce n'est pas après le jeu qu'il faut définir les règles du jeu, c'est avant. Donc, en portant ces informations à votre connaissance,
c'est pour éventuellement échanger avec vous. Mais nous vous disons tout de suite qu'il ne revient pas à la Sénat d'interpréter la loi. Il revient tout simplement à la Sénat de l'appliquer. Dans son application, elle peut se tromper. Et si elle se trompait, il y a bien entendu des voies de recours pour dire l'interprétation que vous avez eue de cette partie de la loi-là n'est pas juste. Donc ce que nous allons vous dire, c'est tout simplement notre point de vue concernant les modalités d'attribution des sièges. Il vous est loisible, si vous estimez que ce n'est pas la méthode qui vous convient, de saisir peut-être les instances appropriées qui pourront nous dire voilà la compréhension qu'il faut avoir de cette partie de la loi, de cet aspect de la loi. Voilà qui est dit le président de la Sénat à l'instant, qui procédait donc au lancement ou du moins à l'ouverture des élections communales du 17 mai, donc de ce dimanche. Nous allons donc vous informer également que Aristide Setti, présent au bureau de vote de l'école primaire publique Siquet Sud, a eu l'occasion de filmer le premier votant à un bureau de vote. Il a nom Fabrice Fabi, c'est le premier votant à l'école primaire publique Siquet Sud ce matin. Vous voyez les images sur nos écrans juste après le vote de Fabrice Fabi. Donc c'est lui que vous voyez à l'écran, l'agent électeur qui est en train de lui remettre son bulletin de vote. Il va donc se diriger vers l'isoloir pour donc poser son cachet sur le bulletin. Donc voilà comment ça se passe. Il a sa bavette, vous l'avez vu, il a sa bavette bien portée à la bouche, au nez. Et donc après le vote, voilà, après son vote, il a accepté de se prononcer au micro ce matin de Aristide Setti. Je vous prie de le suivre. Bon, la route s'est bien démarrée. Je suis venu, j'ai fait mon choix et que le meilleur gagne. Je suis un citoyen, je dois faire mon devoir. Je suis venu, je fais mon devoir, reparti. Et je demande aussi mes proches, les amis, les grands frères, de venir faire de leur mieux. Parce qu'après tout, c'est notre pays, le Bénin. Donc on est fiers d'être béninois. Voilà, Landry Adélakon, le premier votant à l'école primaire publique Siquet Sud. Il est fier d'avoir fait son choix. Je pense que c'est normal qu'il soit fier et je pense même que d'ailleurs c'est une double fierté. Une double fierté quand on prend le contexte comme je le disais et maintenant, et quand on considère que tout bon citoyen dans une nation, dans un pays, doit pouvoir quand même sacrifier à cet exercice, à ce droit, à ce devoir, et que celui d'accomplir son devoir citoyen, d'aller voter, d'aller choisir ceux-là qui détermineront dans les années à venir et les questions de développement dans sa communauté, il est important, comme je le disais, c'est une question de démocratie à la base et à ce niveau, il est important que les citoyens puissent s'investir, puissent participer au choix de ceux-là qui auront la gestion des affaires dans les 5 prochaines années. C'est important, je pense que les téléspectateurs qui nous suivent également, qui ne l'ont pas encore fait, doivent pouvoir lui emboîter les pas pour que nous ne soyons pas surpris de la qualité de ceux-là qui seront élus au soir du décompte, tout simplement. La participation des populations à la décentralisation, est-ce que nous pouvons dire, si nous faisons le bilan de ces années, ces 17 ans de décentralisation, est-ce que réellement les populations ont eu l'occasion de participer réellement à la gestion locale? Quelle analyse en faites-vous? Je pense qu'on peut relativiser, en tout cas nous pouvons retenir que les populations d'une manière ou d'une autre ont toujours participé et à la gestion à la base, déjà en désignant ceux-là qui auront l'opportunité de définir les politiques au niveau micro et aussi en participant aux différentes opérations de reddition de comptes, même si
elle n'est pas souvent effective ou carrément elle n'est pas ce que nous aurions souhaité. Et c'est déjà un premier point. Et quand on considère ces points, je pense que les populations ont suffisamment joué leur rôle. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? Je pense que non. Je pense que non, en ce sens que nous n'avons pas encore compris l'enjeu. Nous n'avons pas encore compris notre rôle dans la définition des politiques, dans la définition des questions de développement dans notre localité. Nous n'avons pas suffisamment compris. Une fois que le choix est fait, chacun retourne dans son coin et attend. Et c'est les prochaines élections pour une fois encore aller voter et s'arrêter là. C'est pareil pour ceux-là également qui arrivent à siéger au niveau des conseils municipaux, communaux ou de quartier. Et quand ils sont élus, ils pensent que directement nous pouvons tourner dos à ceux-là qui nous ont fait confiance, ce qui est faux, parce que les élections communales, municipales et autres sont des élections de proximité. C'est pour cela que nous parlons de démocratie à la base. Et avant d'aller au niveau central, c'est ceux-là que vous voyez. Il est important que vous soyez toujours en symbiose, en communion et en communication avec cela à tout instant. Cela n'est pas toujours fait. Et le plus important, c'est de montrer aux populations que la participation à la gestion des affaires ou la participation citoyenne sont des questions essentielles pour tout processus de développement. Il ne s'agit pas de regarder les autres. Il ne s'agit pas de confier la mairie ou nos arrondissements à 1, 2, 3, 4 citoyens et penser que ceux-là auront toute la latitude de gérer comme bon leur semble et puis revenir en 5 ans dire que nous voulons les sanctionner. Il est important que nos citoyens puissent apprendre à questionner et nos autorités au niveau local sur les différentes mesures qui sont prises pour quand même favoriser leur bien-être. C'est important, c'est des exercices à faire régulièrement qui malheureusement ne sont pas encore d'être faits. Mais je pense qu'avec le temps, nous aurons peut-être de meilleurs exercices à venir. On ne peut pas parler de la décentralisation sans parler des lois en la matière. Et à propos de ces lois, vous nous avez dit tantôt qu'il existe 3 lois. Est-ce qu'on peut avoir un peu de précision sur ces lois? Oui, vous verrez que c'est tout un national juridique. Quand nous parlons de la décentralisation au Bénin, c'est tout un national juridique. Mais essentiellement, nous mettons l'accent sur 3 lois, essentiellement. Et il y a la loi de 99 qui porte sur l'organisation des communes en République du Bénin. Il y a une autre loi qui porte carrément sur les communes à statut particulier. Et vous savez, nous en avons 3 communes à statut particulier. Et maintenant, il y a une autre loi qui porte sur le régime juridique financier, le régime financier de ces différentes communes. Donc, ce sont ces lois-là qui permettent de déterminer les missions, les attributions, le rôle de chacun. Quand vous prenez le conseil communal, quel est son rôle, et puis les maires et ses adjoints, en fonction du statut des communes. Et donc, ce sont ces lois-là qui définissent réellement le contenu que nous pouvons avoir en ce qui concerne la décentralisation dans notre pays. Et c'est important pour les citoyens béninois de s'approprier de ces différents tests, quand bien même je l'ai dit, que ce sont des tests qui sont aujourd'hui en mode toilettage ou en mode pré-toilettage, parce que ces tests seront revus dans les prochains mois ou prochaines années, parce qu'il faut que notre décentralisation puisse grandir. Sinon, ce que nous faisons jusque-là, c'est je dirais, ce n'est pas encore cela. Ce n'est pas encore cela. Nous sommes en plein exercice et après 17 ans, l'enfant qui a vu le jour il y a 17 années, aujourd'hui à 17 ans, et donc il est à 1 an de la maturité législative. Tout à fait. Donc comprenez que l'on puisse quand même essayer de revoir ces tests pour aller de l'avant. C'est des tests qui ont des couacs, et vous savez, pour l'homme de façon naturelle et pour l'acteur politique, c'est sur les failles de la loi que l'on se base pour contourner ce qui est fait dans l'esprit, dans un esprit donné. L'esprit est là, mais on essaie de contourner. Et c'est ça qui donne lieu à cette destitution. Et c'est cela qui donne lieu à cette, je dirais, contrainte de nos autorités au niveau local de s'aligner derrière le pouvoir en place pour pouvoir obtenir peut-être quelques bribes de développement pour leur communauté. Avant de revenir, Landry Adelakun, sur les perspectives, nous avons en ligne notre premier reporter, Laurent Roland Toneikes, je pense. Est-ce qu'il est parti? La régie me signale qu'il n'est plus en ligne. Certainement qu'on va le rappeler. On peut tenter également d'appeler Amen Didier Rumpenoudi du côté de Porte-Novo. Landry Salanon, aujourd'hui, avec que faut-il, que pouvons-nous souhaiter après ces élections, après l'installation des prochains maires, des prochains conseillers, pour que la gouvernance locale participative soit effective au Bénin? Puisque, vous le savez, la décentralisation ne s'est pas passée sans quoi qu'il y a
certaines autorités, ou du moins certains maires, qui pensent que dès qu'ils accèdent à ce fauteuil-là, les terres qui appartiennent aux communes deviennent leur propriété privée. Nous avons en ligne donc un reporter, je ne sais pas qui est en ligne, est-ce que c'est Roland Tonninkes qui nous revient? Il est dans la commune d'Abomey-Calavi, précisément à Kassato. Roland Tonninkes, bonjour. Roland Tonninkes, bonjour. Est-ce que vous êtes en ligne? Est-ce que vous m'entendez? Bonjour Laurent, vous êtes en direct sur EDN TV. Oui, c'est pas Laurent, c'est plutôt Amen Didier. Amen Didier Rumpenouji, merci beaucoup Amen Didier Rumpenouji. Bonjour, du côté de la capitale, comment ça se passe Amen Didier Rumpenouji? Oui, ça se passe très bien. Depuis ce matin, le vote au-delà, les citoyens sont sur le terrain et ont commencé par rallier les centres de vote dans la capitale Porto Novo. Eh bien, nous avons fait un tour au centre de vote d'Ataker Oloritogbe où il y a 4 postes de vote. Déjà, on a constaté par bureau de vote qu'à 7h00, ça a démarré. À 7h02, ça a démarré et le dernier bureau de vote a démarré à 7h13 dans ce centre de vote. Nous avons eu la chance d'avoir le coordinateur d'arrondissement de Ataker qui a bien voulu nous dire un peu comment ça a démarré sur l'ensemble de sa juridiction, c'est-à-dire le 2e arrondissement de Porto Novo. Jérôme Bienvenu s'est exprimé et a dit que tout a bien démarré, les consignes ont été données au chef au président de poste de vote pour qu'ils essayent de bien d'accomplir la tâche. Il faut dire que les gestes barrières sont bien suivis. D'abord, les agents de poste de vote sont à distance et essayent de respecter la distanciation d'1 mètre. Oui. Les électeurs ne s'attroupent pas du tout. Ils sont, quand ils viennent, ils sont à distance et observent d'abord que le bureau de vote soit dégagé avant qu'ils ne s'avancent vers les assesseurs pour donner leur carte d'identité ou leur pièce leur carte l'épi afin de s'assurer que c'est véritablement leur poste de vote. Et juste après, ils prennent d'abord le gel hydroalcoolique pour bien se frotter les mains et ensuite ils rallient rapidement, ils prennent le bulletin de vote et vont à l'isoloir pour accomplir leur devoir civique. Et juste après, ils reviennent. Et il ne faut pas oublier que le cache-nez est partout où nous avons sillonné. Nous sommes actuellement à l'EPP Kékon, toujours dans le 2e arrondissement de Porto Novo, où partout nous avons vu le dispositif avec les cache-nez qui sont sur place et à chaque instant, chaque électeur prend ce dispositif et met son cache-nez pour aller voter. Donc, on constate que certains ont le cache-nez, mais veulent prendre ce qui est pour la FENA, ce qui est au niveau des bureaux de vote. Ils n'en ont pas le droit, Amen Didier Rumpenouji? Ils ont le droit. Un représentant du parti nous l'a fait souligner tout à l'heure parce qu'à son poste de vote, les membres du bureau de vote n'arrivaient pas à donner à tout le monde, mais ils leur ont expliqué qu'ils ont l'obligation de donner à ceux qui réclament. Et c'est ce que nous a confirmé Jérôme Bienvenu, le CA, le coordinateur d'arrondissement d'Ataker tout à l'heure. Tout se passe bien pour le moment, après une heure de démarrage de vote ici, dans Porto Novo. Nous allons rallier d'autres localités, c'est un peu dit à Diara, Papa avant ou Dango, dans la journée pour vous donner un état des lieux de ce vote de ce 17 mai. Nous signalons également qu'il y a plusieurs personnalités qui sont dans la ville capitale qui vont intervenir, qui vont pouvoir voter. On va essayer de prendre le président de l'Assemblée nationale, le président du PRD, Maître Adrien Ledi. On va essayer de prendre un certain nombre de têtes de liste, que ce soit celui de DN, du PRD, de BR, peut-être à nous qui ne sont pas candidats, mais qui sont des leaders de ces formations politiques dans Porto Novo et environ. Voilà un peu le point qu'on peut vous faire à l'instant. Amen Didier, on peut nous dire, est-ce que vous pouvez confirmer que les populations sortent effectivement pour voter, pour accomplir ce devoir citoyen? Oui, les populations sortent, mais pas en grand nombre déjà, contrairement aux années passées où déjà très tôt à 7 heures, vous voyez du monde
eh bien, les populations ont essayé de certainement respecter les gestes barrières pour éviter d'attroupement dans les lieux de vote. Et c'est à compte-gouttes que les gens viennent pour accomplir leur devoir civique. D'ici 2 heures de temps, d'ici midi, pratiquement, on va voir comment ça va se passer. Est-ce que véritablement les populations vont sortir pour être nombreux à accomplir leur devoir de citoyens? Ce qui est sûr, par poste de vote, il y a 300, voire 400 inscrits. Et déjà à midi, par les autres années, on constate que le plein est fait. Cette fois-ci, on va essayer de voir véritablement si les populations vont sortir pour accomplir leur devoir civique. Ce qui est sûr, c'est des élections de proximité, c'est des élections qui ont fait sortir la grande artillerie, c'est-à-dire les candidats qui sont à côté, qui sont dans leur arrondissement et qui maîtrisent leur arrondissement, ils sont obligés de les faire sortir pour qu'ils viennent voter. C'est ça. Ahmed Didier Oumpenouji, vous avez également participé aux élections législatives. Vous étiez au front, vous étiez sur le terrain. Comparativement aux élections législatives, à pareille heure, est-ce que quand même il y a une différence? On peut dire qu'il y a une amélioration par rapport aux élections législatives où les populations ne sortaient pas. Est-ce que déjà à l'heure là, quand même, avec ce que vous observez, on peut dire que c'est mieux déjà par rapport au vote que nous avons observé en avril dernier? Oui, Moriagua, par rapport aux élections législatives, la différence est nette, parce que vous venez dans un centre de vote, il y a du monde. Et surtout dans le deuxième arrondissement où nous nous trouvons ici actuellement, eh bien, pour les législatives passées, c'était le calme plat, c'était pas du monde, on ne voit pas, même les électeurs se laissaient digérer, et ils ne venaient pas du tout. Mais cette fois-ci, on a vu un certain nombre de gens sortir, venir voter et calmement rentrer chez eux. Je pense que le constat sera fait dans l'après-midi pour voir si, comme je le disais tout à l'heure, si véritablement ils vont sortir pour faire pour accomplir leur devoir civique, pour participer à l'élection de leurs responsables communaux et municipaux. Ce sera un constat général à partir de 12h, 13h jusqu'à 16h. Je rappelle que le vote sera clôturé à Porte-Nouveau à 16h à Andoua, 16h15, 16h30 minutes. Voilà le constat, Moriagua. Ahmed Didier Oumpenouji, merci de nous avoir appelés. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Non, merci. On se retrouve tout à l'heure parce que nous allons rallier d'autres endroits pour voir la différence. Si nous sommes ici dans le 2e arrondissement, on ira dans le 4e arrondissement, on ira dans le 5e arrondissement. 5e arrondissement qui est le plus grand arrondissement de Porto-Novo, qui rallie les grandes personnalités, les cadres qui quittent Porto-Novo tout le temps pour aller au boulot à Cotonou. Eux tous se retrouvent dans cette localité. Nous allons voir un peu si on a un certain nombre de bureaux de vote pour voir un peu si les gens sont sortis. Quel est le constat de terrain? Ahmed Didier Oumpenouji, merci de nous avoir appelés. N'hésitez pas, si vous arrivez à décrocher une grosse personnalité, n'hésitez pas à nous appeler pour qu'on puisse la recevoir en direct pour recueillir ses impressions. Merci à vous, Ahmed Didier Oumpenouji, et bonne suite. Eh bien, Landry Adélakon, on revient dans ce studio. Voilà un peu, vous avez écouté les réponses apportées par Ahmed Didier Oumpenouji, notre correspondant dans l'OM Plateau. Quelles sont vos impressions? Mes impressions sont les meilleures parce que, vu le contexte, vu toute, je dirais, l'histoire qui a conduit à ces élections que nous sommes en train d'organiser aujourd'hui, je pense que nous ne pouvons que féliciter ceux-là qui, pour le moment, sont en train de sortir et inviter les autres également à faire pareil, comme on le disait déjà dès l'entame. Et déjà qu'il dit que la différence entre les législatives et les communales d'aujourd'hui, pour le moment, est nette, je pense que c'est un point capital parce que ce n'est pas gagné d'avance. Ce n'est pas gagné d'avance de croire que les gens sortiront pour réellement accomplir leur devoir civique. Et en le faisant, je pense qu'ils sont en train quand même de jouer un grand rôle dans ce processus qui est enclenché ainsi. Et qu'au soir des décomptes, chacun pourra se retrouver dans les décisions ou les tendances qui seront données par rapport au choix des différentes autorités à venir. Il serait intéressant qu'on parte du côté de l'Okossa avec Jonas Bouchi. Si Ayat Foué est en complicité avec nous, peut-être rejoindre Jonas Bouchi pour qu'on sache un peu ce qui se passe du côté de l'Okossa. Mais en attendant, nous allons repartir à la régie d'antenne avec Martin Toïssé pour cette fois-ci suivre le président de la Sénat qui a expliqué un peu aux partis politiques les modalités d'attribution des sièges. Suivons. Chers compatriotes,
Dimanche donc, à l'appel de la République, nous serons 5 190 235 électeurs attendus dans 14 941 postes de vote regroupés en 7 840 centres de vote pour accomplir notre devoir dans le secret de l'isoloir. Mais comme je l'avais déjà indiqué dans mon message à la veille de l'ouverture de la campagne électorale, le contexte de ces élections est très spécial du fait de la pandémie du Covid-19 qui reste toujours d'actualité. Il nous faut alors observer plus de prudence et plus de vigilance dans le déroulement du scrutin. À ce propos, il est regrettable de constater que certains candidats aient fait fi des consignes de protection sanitaire données par le gouvernement et la Sénat en organisant des regroupements d'individus sans port de masque et sans respect de la distanciation sociale. Ces actes de défiance et d'indiscipline n'honorent pas leurs auteurs et traduisent manifestement le peu d'intérêt qu'ils accordent à la santé des populations dont ils sollicitent pourtant les suffrages et qu'ils prétendent vouloir représenter. C'est pourquoi la question de la sécurité sanitaire doit être considérée comme le principal défi de ce scrutin, d'autant que le processus du vote induit forcément un regroupement de personnes en un même lieu et donc fatalement des risques de contamination. À cet effet, le gouvernement et la Sénat ont pris des dispositions particulières visant à renforcer la sécurité sanitaire des électeurs et des acteurs impliqués dans le déroulement du processus depuis la phase du vote jusqu'à l'étape du dépouillement et de la centralisation des résultats au niveau des arrondissements. Il ne s'agit pas en réalité de mesures nouvelles par rapport à celles déjà en vigueur. Il s'agit plutôt d'imprimer plus de rigueur et de vigilance dans leur application durant le déroulement du scrutin. Ainsi, dès son accès au centre de vote ou au poste de vote, tout électeur sera invité à se désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique, à porter ensuite le masque avant de se mettre dans les rangs en respectant la distanciation sociale. À son arrivée au niveau des agents électoraux, il sera à nouveau invité à se désinfecter les mains avant de recevoir le bulletin et le cachet de vote pour entrer dans l'isoloir. Après avoir exprimé son vote, il sera encore invité à se désinfecter les mains avant de quitter le centre ou le poste de vote. À cet égard, je voudrais rassurer tous les électeurs que le gouvernement a mis à la disposition de la Sénat suffisamment de matériel de protection sanitaire afin que chaque électeur puisse en disposer le jour du scrutin dans tous les centres et postes de vote sur toute l'étendue du territoire national. Au lieu du processus ou du moins de la méthode d'attribution de sièges, les modalités d'attribution de sièges, vous avez suivi plutôt le président de la Sénat qui rappelait les consignes de vote, qui rappelait les comportements adoptés dans les bureaux de vote. Landry Adelakoun, vous êtes juriste, vous êtes dans ce studio depuis 8 heures où nous avons démarré cette
matinale, la matinale des communales. Et donc, dites-nous, on a suivi quand même une campagne électorale spéciale, jamais observée au Bénin, une campagne quand même électorale où les candidats ne pouvaient pas être directement au contact des militants. Qu'est-ce que vous avez observé en effet? Est-ce que les consignes ont été respectées? Est-ce que les choses se sont déroulées comme cela se devait? Je pense qu'avant même de dire si les consignes ont été respectées ou pas, il faudrait quand même déjà rappeler que pour moi, et comme vous l'avez dit, et pour la plupart de nos compatriotes, c'était une première. C'était une première et dans le contexte des élections municipales et communales, et je mesurerai mes mots pour dire que ce n'est pas toujours bien. Ce n'est pas toujours bien de faire de campagne dans ces conditions. Ce n'est pas toujours bien et d'autres diraient que c'est carrément une aberration. Ce n'est pas bien parce que les élections communales sont des élections de proximité. Cela voudrait dire que vous êtes en contact avec ceux-là qui veulent vous choisir. Vous devez pouvoir aller à leur contact, leur présenter votre projet, négocier leur voix par la pertinence de ce que vous avez à faire quand vous serez choisi par cette population. Et qu'on veuille limiter, parce que nous sommes dans un contexte donné, et les campagnes aux réseaux sociaux, aux médias et autres, dans un contexte comme le nôtre, un pays sous-développé. Et vous savez, une des définitions les plus importantes et des pays sous-développés, c'est que ce sont des pays où tout est à faire et à refaire. Dans ce contexte, vous comprenez que nous sommes, du point de vue technologique, en retard et qu'il est un peu incohérent face à une population aussi nombreuse à ne pas être attachée aux questions de Facebook, de WhatsApp et des télévisions et autres, de radio, que l'on veuille limiter les campagnes à ces outils, anciens médias comme nouveaux médias. Ce n'est pas du tout bien. C'est des choses, je pense pour ma part, à ne plus refaire à l'avenir. Il faudrait que nos autorités puissent penser à cela. COVID-19 Maintenant, oblige, oui, vous allez voir. Quand Et... on prend COVID-19, vous allez voir pourquoi est-ce qu'on était obligé de procéder ainsi. Parce que, en réalité, c'est des mesures illégales. En réalité. Et puisque nous sommes... Si vous me permettez, je ne vous coupe pas, Landry Adélakon. J'ai entendu le téléphone sonner. Est-ce que nous avons Jonas Bouchi en ligne depuis le Gossa? Jonas Bouchi. Bonjour Maurice Adouard. Bonjour Jonas Bouchi. Vous êtes en direct sur Eden TV. Vous nous appelez précisément d'où, Jonas Bouchi? Actuellement, je suis à l'EPP à Govert, dans l'arrondissement central de Lokossa. Lokossa qui s'est réveillé ce matin dans son ambiance ordinaire. Les citoyens sortent ce matin pour aller accomplir leur vote dans la sérénité et la tranquillité. J'ai fait le tour de quelques bureaux de vote. J'étais tout à l'heure à Serboumen où j'ai pu surprendre le candidat tête de liste de l'UDBN à Lokossa, Patoupa Bruno, qui était venu accomplir son devoir civique. Il, après avoir accompli ce devoir, il nous a dit qu'il était bien fier de l'avoir fait et qu'il invite également les citoyens de Lokossa à sortir massivement, à aller accomplir leur devoir civique. Après EPP Serboumen, nous nous sommes dirigés dans la commune d'Atiémé pour l'EPP Kondji à Niamey. Et là-bas, le candidat à tête de liste de l'UP, l'Union progressiste, était également allé accomplir son devoir civique. Lui, il a plutôt demandé aux citoyens de Lokossa, de la commune d'Atiémé, j'allais dire, d'observer les règles inscrites par le gouvernement pour limiter un peu la propagation du virus Covid-19. Après, là, nous sommes actuellement revenus à Lokossa pour prendre le candidat tête de liste de l'UP, à Mavi, qui, dans un instant, va faire son entrée dans l'école centre d'Agonzé. Amis auditeurs de DNTV, ce matin, tout se passe très bien et il n'y a rien comme incident pour le moment. Parliez-vous de l'honorable Amavi, ancien maire d'Atiémé? Non, c'est un autre Amavi, c'est lui qui est plutôt tête de liste de l'Union progressiste dans la commune de Lokossa. Très bien. Vous nous disiez tantôt que les populations votent avec sérénité et tranquillité. Est-ce que les populations sortent comparativement aux élections législatives? Bon, j'avoue que l'ambiance que j'ai vue tout à l'heure à Kondji, à Niamey, est un peu différent de ce que je vois maintenant à Lokossa. À l'EPP à Gonvert, les bureaux de vote sont un peu déserts. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Bon, nous sommes encore aux premières heures de la journée.
certainement que les gens prennent le temps pour pouvoir accomplir dans la journée leur devoir civique. Et donc, comme je le disais, le candidat vient de faire son entrée dans l'école primaire publique d'Agonvert. Il est accompagné d'une forte délégation des leaders de l'Union progressiste qui sont venus lui apporter leur soutien. D'ici là, il va descendre de son véhicule pour aller accomplir son devoir civique. Donc, je disais tantôt que pour les affluences, c'est encore trop tôt de juger ça. Je suis à l'EPP à Agonvert, l'ambiance n'est pas, enfin, l'effervescence n'est pas ce que j'ai vu plutôt tout à l'heure à Kondi à Niamey. Est-ce que les populations, ceux qui vont voter, respectent les gestes barrières? Est-ce que ces personnes-là portent le masque? Oui, je suis là où je suis maintenant à Agonvert, tous ceux qui sont en train d'accomplir leur devoir civique. Non seulement ils ont porté leur masque, mais il y en a également qui en appliquent le gel hydroalcoolique pour désinfecter les mains avant de prendre le bulletin et d'accomplir leur devoir civique. Donc juste après avoir désinfecté la main, on leur remet le masque et ils portent le masque avant de s'approcher des agents du bureau de vote. Très bien. Jonas Bouchi. Oui, Kevin. Quel sera après votre itinéraire? Oui, après EPP à Agonvert, nous allons nous rendre à la maison du peuple de l'Okosa où l'honorable Dakwa Sossou va tout à l'heure accomplir son devoir civique. Après à Agonvert, nous allons nous rendre dans le Koufo à Azover pour prendre le préfet Christophe Megbedji. Très bien. Jonas Bouchi, merci pour ces informations. Revenez-nous autant que vous le pourrez afin que les populations soient informées de ce qui se passe du côté de Mono-Koufo. Merci de nous avoir appelé, Jonas Bouchi. On revient dans ce studio donc, Landry Alelakoum, vous avez suivi Jonas Bouchi du côté de l'Okosa. Il était à l'EPP à Agonvert du côté de l'Okosa. Est-ce que vous avez un mot à placer? Si ce n'est que ce que nous sommes en train de dire depuis, c'est que les populations sont en train de faire quand même des efforts parce qu'elles ont compris qu'au-delà de tout ce qui pourrait se passer au niveau national, il s'agit là d'un enjeu aussi vital qui détermine dans les prochaines années et la façon dont leur commune sera gérée et qu'il est important de sortir. Nous ne pouvons qu'encourager ce comportement, cet acte citoyen de nos compatriotes qui ont compris l'enjeu et féliciter ceux qui l'ont déjà fait et surtout les inviter à respecter les mesures barrières parce qu'au-delà de tout, il est question de la sécurité sanitaire de chacun de nous. Et chacun de nous, individuellement ou collectivement, est responsable et de ce qui pourrait lui arriver. Il est important que nous puissions le comprendre. Et je pense même d'ailleurs qu'avec l'intervention du chef de l'État, nos compatriotes doivent comprendre désormais que la vie de tout et chacun est dans la main de chacun. Très bien. Alors, Landry Alelakoum, nous étions en train de parler donc de cette campagne électorale, la façon dont ça s'est déroulé. Oui, je disais que les mesures qui ont été quand même éditées sont des mesures a priori illégales, même si on peut aussi considérer qu'à défaut d'être légales, elles ne sont pas illégales. Mais vous savez, nous sommes dans une situation de crise sanitaire et les règles, le BABA, l'ABCD voudrait que, après avoir constaté un certain nombre de cas, après avoir constaté l'évolution de la situation, l'on puisse quand même aller à ce que nous appelons l'état d'urgence sanitaire. Et pour déclarer l'état d'urgence sanitaire, vous savez, là, les lois entrent en jeu et ce n'est pas quelque chose qui se déclare et après un conseil des ministres, pas relevé du conseil des ministres ou pas communiqué. Il faut donc aller de façon législative. Mais vous savez, si l'on arrivait à déclarer l'état d'urgence sanitaire, l'implication directe, c'est que nous ne pourrions pas organiser les élections qui sont en train d'être organisées parce que vous êtes là dans une situation exceptionnelle qui voudrait que des mesures exceptionnelles soient prises. Alors, pour ne pas le faire, on a tout simplement contourné les règles du droit et par communiqué interposé, nous avons instauré ce que nous appelons désormais le port obligatoire et des masques et le respect des mesures barrières. Et ce que je voudrais profiter pour rappeler ici, c'est que le communiqué n'a pas vocation à obliger, le communiqué a plutôt vocation à informer. Alors, pour obliger les citoyens, cela se passe dans les décrets, arrêtés et lois. Cela n'a pas été fait par le Bénin. On se demande alors quelle est la base juridique, quelle est la base légale de la répression du non-port de masque ou la répression du non-respect des gestes barrières. Cela pose un problème et je vous dirais que tout simplement, cette répression n'a aucune base légale. Et vous savez, en droit, il est un principe consacré
que nous, l'homme criminel, nous la légué. Pas de crime, pas de délit sans loi. Avant de déterminer qu'il puisse avoir un délit ou une contravention, il faudrait qu'il y ait un test. Au Bénin, aujourd'hui, alors je vous parle à ma connaissance et à la connaissance de nos concitoyens, il n'y a pas cet arrêté qui a été pris par l'autorité, il n'y a pas ce décret qui a été pris par l'autorité, il n'y a pas une loi du point de vue législatif qui a été pris par l'autorité pour dire que le non-port de casque, le non-respect de telles mesures serait une infraction et réprimée. Malheureusement, ce n'est pas un communiqué. Or, quand il s'agit d'un communiqué, ce qu'il y a lieu de faire, c'est que le communiqué rappelle les dispositions d'un traité, et je dis d'un traité, d'un arrêté, d'un décret ou d'une loi, ce qui n'a pas été fait au Bénin. Vous comprenez que là, nous sommes dans une sorte d'amateurisme juridique qui ne dit pas son nom, malheureusement. Mais vu que les gens sont voulu évoluer ainsi, parce que je vous ai dit, le blocage, c'est qu'on ne pourrait pas aller aux élections. Or, quand vous prenez la Constitution et le Code électoral, nous avons commis, je dirais, l'erreur légistique de préciser des dates précises dans ces différents instruments, oubliant qu'il y a des cas de force majeure. Vous voyez. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, puisque chacun de nous est responsable de sa santé, sur ce qui a lieu de faire. Pour revenir sur ce qui a lieu de faire, nous avons un autre reporter en ligne, Landry. Voilà. Reporter en ligne, bonjour. Bonjour, Maurice Yagua. Qui nous appelle, qui est en ligne? Laurent Tonin-Kess en direct de la mairie d'Abomey-Calavi. Laurent Roland Tonin-Kess, vous nous appelez de la mairie d'Abomey-Calavi. Je pensais que vous étiez tantôt à Kassato. Qu'avez-vous observé déjà ce matin? Oui, il faut préciser qu'à la mairie d'Abomey-Calavi, où il y a 12 centres de vote, postes de vote, pardon, les postes de vote sont ouverts pour la plupart autour de 7h15, 7h20 et 7h06 par endroit. Les populations sortent, je dirais, pour venir voter. Il n'y a pas grande affluence au niveau de certains postes de vote, mais par contre, certains postes de vote sont remplis d'électeurs. Ah oui. Entre-temps, nous étions du côté de Akassato, vers Akassato, où l'ancien chef d'arrondissement de Akassato, Noël Sofon, a voté. Il a accompli son devoir civique et il s'est exprimé à notre micro. Évidemment, il a appelé les citoyens à sortir pour voter dans la paix, dans le calme, pour que tout se déroule pour le mieux pour le Bénin, parce que nous sommes à un tournant décisif également pour ce qui concerne la décentralisation au Bénin. Voilà un peu comment ça se passe au niveau de quelques centres de vote de la commune d'Abomey-Calavi. Il faut avouer que les présidents depuis le bureau de vote que nous avons interviewé nous ont rassuré que tout se passe très bien. Oui. À l'exception de quelques citoyens qui viennent et qui ne retrouvent pas leur nom sur les listes, mais qui essaient de orienter vers d'autres postes de vote. Laurent Roland Tonin-Kess, vous étiez également à Kassato avant d'atterrir à la mairie d'Abomey-Calavi. À Kassato, les bureaux de vote ont ouvert à quelle heure précisément? À Kassato également, les bureaux de vote ont ouvert autour de 7h par là. Et j'aperçois à l'instant le député Nathaniel Soupaï que je vais vous passer en direct pour qu'il vous dise également comment est-ce qu'est-ce qu'il a constaté sur le terrain. Allô? Oui, nous vous suivons. Il est en direct. Oui, honorable, bonjour. Vous êtes en direct sur Eden TV. Qu'est-ce que vous constatez sur le terrain ce matin? Bonjour. Vous m'avez pris du coup là. Je constate que les populations sont en train de venir dans le centre de vote et chacun se dirige déjà vers son poste de vote et tout se passe normalement bien. Laurent? Allô? Oui, allô? Oui, honorable. Oui. Est-ce que vous avez déjà accompli votre devoir citoyen ce matin? Je le ferai tout à l'heure. Très bien. Est-ce que vous avez un message? Je suis en train de constater déjà la mise en place de nos éléments sur le terrain en matière de supervision. Mais moi-même, je vais voter dans quelques instants. D'accord. Oui. Merci à vous, honorable. Est-ce que vous avez un message à lancer aux populations qui hésitent encore à sortir pour accomplir leur devoir? C'est de dire à nos populations que le vote est libre, que chacun sorte pour aller voter librement et pour que la démocratie s'enracine davantage dans notre pays. Merci pour votre message. Merci. Laurent Roland Tonin-Kess. Allô, Maurice Yagua? Oui, Laurent Roland Tonin-Kess. Voilà l'ambiance qui prévaut ici dans la cour de la mairie d'Abomey-Calavi et je vous rappellerai dans quelques instants pour vous donner l'ambiance au niveau de d'autres postes de vote. Si vous avez une idée de votre itinéraire, quelle sera la suite de votre parcours?
Alors, tout à l'heure, on prévoit retourner dans Calavi et Glo pour constater ce qui se passe là-bas. Et après, à Glo et à Kassato, on retournera probablement vers Révier. Et à 11h, on doit être vers Descongbé pour prendre la présidence de l'UDBN qui doit aussi accomplir son vote civique. Bon, Roland Tonikes, merci pour toutes ces informations. Nous avons reçu avec vous l'honorable Nathanaël Sokoekpe. Très bien. Merci beaucoup. Restez en notre compagnie. N'hésitez pas à nous appeler à tout moment. D'ici à là, on va se retrouver sur l'autre panel qui va démarrer certainement à 11h. Si vous pouvez garder l'écoute, j'aperçois à l'instant le député Epifan Renfort qui vient d'arriver dans la cour de la mairie d'Abou-Clavi. Oui. Je le prends en direct, s'il vous plaît, si vous permettez. Allez-y, allez-y. Honorable, bonjour. Vous êtes en direct sur une télévision. Dites-nous ce que vous êtes venu faire ici ce matin. Je suis venu accomplir votre droit de bon citoyen. Je suis venu passer au vote. Donc voilà un peu, moi c'est l'honneur en fait tout ça. Honorable. À la mairie de Calavi. Honorable Renfort. Alors, Mori Agua, vous le suivez, vous avez des questions pour lui certainement. Honorable Renfort. Oui, allô. Oui, vous êtes en direct sur Eden TV, honorable. Bonjour. Allô. Oui, je vous entends, honorable. Nous vous entendons. Vous êtes en direct sur Eden TV. Bonjour, honorable. Bonjour. Vous êtes venu accomplir votre devoir citoyen à la mairie d'Abomey-Calavi. Vous l'avez dit, honorable. Est-ce que vous avez un message à lancer aux populations qui hésitent à sortir? Alors, merci. Je ne peux que lancer un message d'exhortation de paix à l'endroit de toute la population béninoise et particulièrement celle de la 6e. Et exhorter par ce même canal-là, la population a sorti massivement pour voter selon leur choix, pour quand même le renouvellement de nos instances au niveau de nos communes. Honorable Renfort, parlons de la décentralisation. Est-ce que vous avez des motifs de satisfaction après 17 ans de la pratique de gouvernance locale? Je pense que le message de notre parti est clair. Il faut un suivi, il faut une formation au niveau de nos maires. Il faut que les experts accompagnent la gestion locale. Et donc, nous ne dirons pas que nous sommes satisfaits à 100%, mais nous restons convaincus que nous pouvons, à travers nos élus qui seront élus, mieux faire, mieux gouverner, mieux diriger nos populations. Merci, honorable. Nous en prions. Bonne journée à vous. Bonne journée. Laurent Roland Tonikes. Mori Agua, merci. Merci. On vous retrouve tout à l'heure donc. On revient dans ce studio avec la complicité de Martin Tonisser, Chimène Claudia Dossou, notre JB, c'est IB ou JB, c'est JB, je crois. Et donc, nous allons poursuivre donc cette émission. Landry, vous étiez en train de déplorer un certain nombre de choses. Il n'y avait pas de tests de loi qui punissaient donc, dans le cadre de l'organisation de ces élections municipales, les candidats ou du moins les partis qui ne respecteraient pas les prescriptions, notamment qui consistaient à juste faire la campagne électorale à travers les médias. Vous n'étiez pas tout à fait d'accord, mais Covid-19 nous oblige. Et donc, on a vu des regroupements, des partis sur le terrain, au contact des populations, et pire, sans bavette. Oui, je pense que par rapport à cette question, il est plus utile de faire référence à la conscience de chacun, de chaque candidat ou de chaque parti politique. Je pense que c'est sur cela l'on pourrait compter. Parce que quand vous n'avez pas cru devoir prendre des mesures idoines, qui sont des mesures recommandées du point de vue juridique, que vous ne l'avez pas fait parce que, je vous ai dit déjà les conséquences que cela aurait sur le processus électoral qui pourrait ne pas aboutir aujourd'hui, et donc que nous avons voulu contourner les règles du droit, que nous avons voulu contourner l'ABCD du droit. Il est important que l'on ne puisse compter désormais que sur la conscience de chacun de nous et estimer que les gens le feraient. Maintenant, si c'est une infraction, et je demanderais juste qu'on nous montre quelle est la base légale de cette infraction, parce que avant de parler d'infraction, c'est qu'il y a un test. Aujourd'hui, il n'y a pas un test. Mais ce que je voudrais dire, c'est que il est de la santé de chacun. Je vous arrête encore. Juste vous le savez, à ce niveau encore. D'accord. Nous avons un autre correspondant en ligne. Correspondant en ligne, bonjour. Est-ce que...
est-ce que... Pardon. Nous avons un autre correspondant en ligne. Un correspondant en ligne, bonjour. Bonjour, Moriagua. Fréjus Serroulan. Oui. Vous êtes en direct sur Eden TV. Dites-nous comment ça se passe avec vous sur le terrain. Vous êtes dans le 5e arrondissement. Je suis actuellement dans le 12e arrondissement de Cotonou, au poste de vote de Aïbatin-Dodo, notamment le centre de vote, le PP Étoile du matin. Les citoyens sortent à compte-gouttes pour exprimer le vote. Ce n'est pas la grande affluence des grands jours. Peu de monde, mais les citoyens sortent peu à peu. Les masques sont disponibles ici. On vous oblige à enlever vos masques que vous avez portés depuis la maison et vous êtes obligé de porter les masques mis à disposition par le gouvernement. Les gels hydroalcooliques sont là. Vous vous lavez les mains avant d'entrer dans les salles pour exprimer votre vote. Tous les citoyens ne retrouvent pas leur nom. Ils sont redirigés, conseillés par les agents électoraux. Pas d'incident. Les forces de l'ordre sont là et contrôlent les mouvements. La distanciation sociale est respectée dans les salles, mais pas forcément à l'extérieur où agents et citoyens et forces de l'ordre se côtoient. On dirait que vous-même, vous êtes en bavette. Oui, absolument, absolument. J'ai dû enlever mon cache-nez que j'ai porté depuis la maison pour prendre celui remis par les agents électoraux. Ça se sent dans votre diction. Fréjus Serroulan, vous avez assisté également aux élections législatives au Bénin. Nous sommes aux élections communales. Par rapport à l'affluence de maintenant, est-ce que vous pouvez faire rapidement une comparaison entre ce qui a été observé au cours des élections législatives? Oui, à l'heure actuelle, on peut comparer la situation au centre de vote de l'EPP Étoile du matin à la situation des législatives, parce qu'il n'y a pas d'affluence. Vous savez, pour la présidentielle passée, pour les élections passées, à ce centre de vote-là, l'affluence qui est observée d'habitude est énorme. Les citoyens sortaient massivement, mais actuellement, peut-être que les citoyens se préparent dans leur maison à venir pour exprimer leur vote, mais actuellement, il n'y a pas d'affluence, il n'y a vraiment pas d'affluence. Vous êtes analyste politique, reporter. Qu'est-ce qui expliquerait peut-être cette absence pour le moment d'affluence? Parce qu'on peut dire que les populations sortiront à d'autres moments de la journée. Mais qu'est-ce qui expliquerait? Est-ce la peur peut-être d'attraper le Covid ou il y a d'autres raisons selon vous? Plusieurs raisons peuvent expliquer la situation que nous observons au centre de vote de l'EPP Étoile du matin, dans le 12e arrondissement. Vous savez, plusieurs partis politiques non en lice ont invité leurs sympathisants et militants à s'abstenir, à ne pas voter, car ils ont qualifié ce scrutin de parodie. Et également, ils ont invité les militants et sympathisants et les citoyens à rester chez eux à cause du risque lié à la Covid-19, parce que vous le savez, les élections communales qui ont eu lieu en France le premier tour, au lendemain de ces élections-là, on a observé un boom, je vais dire, des cas de contamination. Donc, hier nuit, vous l'avez vu, les articles de la France qui parlent de cette situation ont été abondamment relayés, invitant les citoyens à ne pas sortir, à rester chez eux. Donc, ces deux situations-là peuvent expliquer la situation que nous observons aussi. Mais il faut aussi dire que nous sommes encore au matin. Peut-être que les citoyens savent dans leur maison à régler les petits détails avant de sortir. Il va falloir attendre vers la mi-journée pour évaluer la situation. Fréjus Serroulan, vous êtes sur le terrain, vous observez ce qui se passe. Le gouvernement a pris des dispositions, je vais dire, ardues pour pouvoir protéger les populations contre cette contamination. Est-ce que vous le confirmez avec ce que vous voyez sur le terrain? Oui, je le disais tantôt, les gels hydroalcooliques sont disponibles. Tous les votants le reçoivent, se lavent les mains systématiquement avant d'entrer dans les salles. Dans chaque salle de vote, il y a du marquage au sol afin de respecter la distanciation sociale d'1 mètre notamment. Mais comme je l'ai aussi dit, dans la cour de l'école EPP Étoile du matin, la distanciation sociale n'est pas forcément respectée. Les votants entrent d'abord dans cette cour-là où ils sont
reçus par force de l'ordre et agents électoraux. Donc, dans cette petite cour-là, la distanciation sociale n'est pas observée. Mais dans les salles où les citoyens vont exprimer leur vote, on attend d'abord qu'un votant sorte pour qu'un autre puisse entrer. La distanciation sociale est respectée dans les salles. C'est rassurant. On peut donc, une fois encore de notre position, inviter les populations à sortir massivement et à aller accomplir leur devoir civique. Absolument, c'est un devoir civique et tout bon citoyen devrait exprimer son vote en ce jour. Quel est votre itinéraire d'ici à là? Eh bien, je vais continuer à parcourir d'autres centres de vote et je vous reviendrai incessamment. Il faut rappeler que vous serez avec nous dans ce studio certainement au cours de la journée à 17h, si je ne me trompe, Frégis Serlan. Absolument, pour le point de la journée électorale à 17h. Merci beaucoup, merci de nous avoir appelés. N'hésitez pas, si vous avez besoin de nous contacter, n'hésitez pas en direct. Nous sommes là jusqu'à 9h30 et nous allons reprendre l'antenne à partir de 11h. Et bonne suite, bonne continuation à vous, Frégis Serlan. Merci, Moriagoua, à bientôt. Merci pour le devoir citoyen. Alors, Landry Adélacon, je vous avais interrompu exactement là où vous étiez avant qu'on ne reçoive Laurent Roland-Tonekes. Non, c'est normal. Je me dis que peut-être que vous n'avez pas voulu que l'on puisse quand même donner quelques directives à nos citoyens et c'est plutôt des choses qui les arrangeraient. Après avoir posé le constat, le regret, il fallait que l'on puisse le dire. Non, je dis qu'avec déjà la sortie du chef de l'État qui n'est pas du tout rassurante en ce qui concerne la sécurité de chaque individu de ce pays, il est important que l'on puisse tirer conclusion, tirer leçon de cette intervention du numéro 1 béninois pour que chaque individu à son niveau puisse prendre les mesures idoines qui viseraient à garantir sa sécurité sanitaire, chose essentielle pour sa suivi et chose essentielle d'ailleurs pour les prochaines élections parce qu'il faut être d'abord en vie et en bonne santé pour espérer aller aux prochaines élections en tant que candidat ou en tant que votant. C'est très important et je voudrais profiter et inviter chacun de nous au-delà de l'absence de mesures et de mesures législatives qui pourraient nous contraindre à respecter les gestes et mesures barrières et de veiller à ce que ce qui a été dit, ce qui a été recommandé par le gouvernement et l'OMS et ce qui a été recommandé également par la Sénat qui est l'organe chargé de l'organisation non seulement mais de la bonne organisation des élections pour que au soir du 17 ou bien au lendemain du 17, l'on ne constate pas que nos voisins, nos parents ont pu être contaminés du simple fait et d'avoir participé à une élection, d'avoir participé aux campagnes. Donc je l'espère vivement. Et je voudrais aussi inviter ceux-là qui, d'une manière ou d'une autre, sont en train de retenir les cache-nez dont vous avez parlé, et pas devant eux de bien vouloir lâcher les cache-nez, de bien vouloir lâcher les gels hydroalcooliques ou bien comment on les appelle là, c'est bien ça. Pour permettre aux citoyens, à leurs compatriotes quand même d'éviter de se faire contaminer comme l'a dit votre interlocuteur ou bien votre reporter tout à l'heure, M. Frégis Serlan. Lorsque nous avons constaté les élections en France, nous avons constaté la conséquence également. On nous dira qu'en Guinée de Alpha Condé, il y a également eu des élections dans ce contexte. On nous dira qu'également au Mali de Ibeka, il y a également eu des élections dans ce contexte. Mais toujours est-il qu'après les élections, nous avons constaté une certaine flambée de la contamination. Et cela est important et la maladie, elle est réelle. C'est vrai qu'il n'y a pas de danger en lendemain parce que nous nous en guérissons. Mais il est important que nous mettions tout en œuvre pour ne pas être contaminé. C'est mieux d'éviter d'être contaminé que de laisser être contaminé. Mais maintenant, l'autre regret, c'est que... Vous avez suivi nos reporters sur le terrain, Amen Didier Rumpendi, qui nous mentionnait que ceux qui avaient les bavettes au bureau de vote, on avait tendance à ne pas leur redonner encore de bavettes, alors qu'à contrario, il y a Frégis Serlan qui nous a dit on demande aux gens d'enlever leurs bavettes et de prendre le bavette donné, mis à disposition par le gouvernement. Eh bien, c'est ce que Est-ce que ça veut dire que les consignes ne sont pas les mêmes au bureau de vote ou ce sont les agents qui se plaisent à faire comme ils le veulent? Et je pense que les consignes sont les mêmes. Les consignes sont les mêmes et vous savez, chaque citoyen prie de ces relents qui ne sont pas du tout patriotiques, de vouloir être plus royaliste que le roi. Nous l'avons dit, c'est notre agent qui a acheté ces bavettes dont nous parlons et cela a été mis à la disposition des citoyens par le gouvernement, par ceux-là qui sont chargés
de veiller à notre sécurité, à notre bien-être. Et comment comprendre que des citoyens, des compatriotes puissent quand même vouloir dicter sur le terrain leurs lois? Cela est illogique, c'est de l'indélicatesse. Je pense que les mesures doivent être prises pour décourager à jamais ces genres de comportements qui ne sont pas des comportements qui visent l'harmonie et la sécurité des autres. C'est très important. Cela veut dire que les votants doivent exiger à prendre la bavette mise à disposition par le gouvernement et donc avant de passer au vote, parce qu'on ne sait pas si les bavettes amenées au bureau de vote sont contaminées. Landry Adelakun, nous avons Peggy Ludovic Dagba en ligne, certainement pour le vote du chef de l'État, le président de la République, Patrice Talon. Peggy Ludovic Dagba, bonjour. Bonjour à vous, Maury Agua. Vous êtes en direct sur Eden TV. Dites-nous comment ça se passe sur le terrain avec vous, Peggy Ludovic Dagba. Eh bien, il faut dire déjà que le chef de l'État est attendu ici à l'école primaire publique Charles Guillot de Les Cheminots, bien évidemment au niveau du quartier Zongo, où il doit voter en compagnie de son épouse. Son épouse votera au niveau du poste de vote numéro 2, tandis que lui-même le fera au poste de vote numéro 3. Il faut dire que tout est prêt, hein. Ici, toute l'équipe du palais est mobilisée au grand complet ici à l'EPP Charles Guillot pour l'attendre. J'ai cru voir tout à l'heure le préfet de l'Atlantique et du Littoral, M. Kodja. J'ai vu également d'autres personnalités qui sont donc mobilisés ici, attendant véritablement que le chef de l'État, qui est annoncé pour dans quelques minutes maintenant, on va dire, puisse vraiment faire son entrée ici. Nous sommes allés voir et le chef de l'État va voter au niveau du poste numéro 3, je vous le disais tantôt, au numéro 316. Il est le 316e votant, tandis que sa femme sera au niveau du bureau de vote 2, au numéro 200, je crois. Si je vais prendre rapidement, je vais revoir. Allez-y. Allez-y, Peggy Ludovic Dagba. Je vais revoir rapidement mes notes, Maury Agua, pour rapidement vous dire, voilà, la première dame est au numéro 216. Un grand branle-bas est annoncé ici, pour se faire sentir, donc le chef de l'État n'est plus très loin, on va dire. Dans quelques instants seulement, on va assister à son vote. Voilà ce qu'on peut dire très rapidement. Est-ce que vous entendez déjà les sirènes et autres? Est-ce que nous allons vous garder en ligne pour quand même vivre un peu l'ambiance? Et déjà, avant l'arrivée du chef de l'État, quelle est l'ambiance à l'intérieur de cette école primaire Peggy Ludovic Dagba? L'ambiance est très calme. Je crois que les uns et les autres ont le cœur haut, mais comment dirais-je, totalement conscients, zen et autres, pour quand même recevoir le chef de l'État avec sérénité. Vous entendez déjà dehors des acclamations. Là, c'est le cortège du chef de l'État qui est annoncé. Nous voyons déjà le premier véhicule avec, les signalisations qui donc s'immobilisent à l'instant, accompagné de la Mercedes du chef de l'État qui va s'immobiliser également. Tout ceci dans une ambiance bon enfant, avec des acclamations que vous entendez, des slogans pour quand même saluer, comme cela se doit, le chef de l'État. Voilà. On attend toujours de le voir mettre pied sur le sol. Donc nous continuons toujours, bien évidemment, d'accueillir, on va dire, comme cela se doit. Voilà, on voit le chef de l'État qui sort avec son bras droit levé pour saluer un peu la population ici qui s'est déplacée. Il va entrer maintenant dans la maison, dans l'école primaire publique Charles Guillot, avec les photographes qui sont devant, qui bien évidemment sont en train de prendre les images. Voilà, on le voit avec le chef, avec sa femme, la première dame du Bénin. Avec deux, ils sont en train d'échanger avec le protocole d'État. Et là, nous allons donc assister bien évidemment au chef de l'État et sa femme qui sont en train de s'avancer vers le bureau de vote, poste numéro 2. Absolument. Et donc, dans quelques instants seulement, voilà, le chef de l'État qui fait un signe à tout ce qu'il y a comme la presse ici, les caméras, les journalistes. Oui. Je peux vous dire que la presse internationale est bien évidemment représentée ici. Oui. Donc nous allons prendre quelques minutes. Je ne sais pas si vous pourrez me permettre rapidement d'interrompre 5 minutes ce que nous sommes en train de faire, histoire quand même de ne pas rater les images. Peggy Ludovic Dagba. Nous vous retrouvons dans un court instant. Certainement que le chef de l'État accompagnera sa femme voter d'abord, son épouse voter. Ils sont déjà au sein du centre du bureau de vote. Voilà. Madame la première dame est en train d'accomplir son devoir civique.
Voilà. Aidé du chef de l'État. Il le fait toujours. Et juste après lui-même, il va voter certainement au bureau de vote numéro, au poste de vote numéro 3. Nous vous retrouvons dans un court instant. Peggy Ludovic Dagba qui donc se concentrera à donc suivre le vote du président de la République, Landry Delacon, le chef de l'État, est arrivé à son poste, à son bureau de vote. Vous l'avez suivi en direct. Quel est l'exemple déjà que donne le numéro 1 du Bénin? Je pense que par ce geste désormais habituel du chef de l'État, il rassure. Il rassure son peuple, il montre qu'il n'y a pas de péril en la demeure et que c'est une fête. C'est une fête, ces élections, et que chacun, comme lui, doit pouvoir sortir en toute tranquillité, dans la sérénité, dans le calme et aller quand même accomplir ce devoir citoyen. C'est ce qu'il est en train de faire lorsque vous voyez le numéro 1 de l'État et sortir dans les circonstances qui sont celles actuelles. Je pense que chacun de nous a désormais plus l'assurance de sortir et de faire comme lui et de se dire, alors s'il a pu le faire, c'est que véritablement il n'y a rien, c'est une fête, allons et sortons, faisons ce que nous avons à faire, revenons en famille et continuons la fête. Et je pense qu'en le faisant, le chef de l'État vient de donner un bel exemple et j'espère qu'il a aussi mis son masque. Ce n'est pas le chef de l'État seulement qui va voter à 10 h, donc tout à l'heure. Le président de la Cour constitutionnelle votera également à l'école primaire Siquet Sud. Juste après lui, on nous informe que le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale votera à 11 h au 8e arrondissement de Cotonou, EPP Gbedagba, c'est bien ça. Donc c'est donc dire qu'il faudrait que les populations sortent également si les personnalités décident de sortir et de respecter les gestes barrières. Et oui, c'est ce que nous disons parce que l'exemple doit venir du haut et avec ce que vous venez de dire, l'exemple est en train de venir du haut. Et pourquoi donc les populations ne sortiraient pas pour quand même accomplir également ce devoir? Il est important, après le président de la commission des lois, après le président de la Cour constitutionnelle, que chacun de nous individuellement prie. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, puisse également leur emboîter les pas et faire comme eux et montrer que voilà, ils nous ont montré la voie. Et nous aussi, nous devons pouvoir montrer la voie à nos voisins, à nos frères et sœurs et puis à nos amis. C'est très important. Et malheureusement, je pense que ce que nous sommes en train de dire doit pouvoir être suivi dans tout le pays. Mais j'ai pu apprendre il y a quelques instants que l'électricité a fait défaut dans certaines régions de Parakou, mais j'estime que c'est déjà revenu, je ne sais pas, parce qu'il est important que ces genres de messages puissent être entendus par tous nos concitoyens. Nous espérons que déjà ceux qui n'ont pas eu le temps de nous suivre maintenant auront le temps de nous rattraper, comme vous l'avez dit, absolument. Les prochaines heures. Et remercier déjà les autorités, et remercier tout le monde, et surtout les opérateurs GSM, parce que cette fois-ci, il n'y a pas eu coupure d'Internet. C'est très important, c'est inédit. Il y a un an, l'État n'a pas su garantir le droit d'accès des citoyens à l'Internet. On ne sait pas qui est-ce qui a coupé, donc l'État n'a pas su garantir. Mais aujourd'hui, je pense que l'État a pu garantir ce droit et que nous avons la connexion Internet. Il faudrait quand même remercier nos autorités à divers niveaux pour cela et espérer que ce qui s'est passé le 28 avril avec cette coupure malheureuse ne se répétera plus dans notre pays et que la fête sera toujours belle comme elle est en train d'être belle. Vous l'avez dit, la fête sera toujours belle. Il y a quand même une observation à faire par rapport à la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin. Le point culminant, c'est les 10%. À avoir donc les 10% là qu'il faudrait avoir avant d'espérer 10% bien sûr par rapport au suffrage exprimé. Et le président de la Sénat l'a dit, nous avons un nombre de votants qu'il faut rappeler ici avec vous, Landry. Nous avons au total, comme il l'a dit, je vais revenir sur mes papiers, je mélange un peu les papiers. Nous avons, je vais revenir sur le nombre de votants dans un instant, en attendant de recevoir Peggy Ludovic Dagba, certainement, qui serait en ligne. Allô? Bon, pour le moment, on ne me l'a pas encore passé. Et donc, Landry, j'étais en train de fouiller mes papiers un peu pour savoir, selon le président de la Sénat, le nombre, voilà, j'y suis. Donc, nous avons au total 5 190 235 inscrits
Et lorsque nous parlons de ces 10%, c'est par rapport au suffrage exprimé. Donc, il va falloir avoir 10%. Est-ce qu'il y a un correspondant en ligne? Il va falloir exprimer, avoir donc 10% du suffrage exprimé pour espérer quand même briguer des sièges en ce qui concerne les partis politiques. Est-ce que ce sera facile à accomplir? Je pense que ce n'est pas aussi compliqué parce que les 10%, vous l'avez dit, c'est sur les suffrages valablement exprimés. C'est-à-dire que les gens finissent de voter, on voit ce qui est valable et puis on calcule les 10%. Cela voudrait dire que si nous avons un nombre de votants de 200 personnes, nous allons calculer les 10% avec les 200 personnes. C'est ce que ça voudrait dire. Donc ce n'est pas compliqué pour avoir ou bien pour calculer. Mais ce qu'il faut retenir pour ma part et la lecture que je fais, c'est qu'il s'agit là d'une expérience du code de 2018 que nous avons inscrite dans ce code de 2018 pour aller aux législatives. Une expérience qui a conduit à ce que vous avez observé et qui n'a pas été expérimentée, fort heureusement, mais que nous avons ramené aujourd'hui au niveau de nos communes et que nous avons mis maintenant à 10% également au niveau de nos communes. Cela, pour moi, pose un problème en ce sens que je me dis, je ne sais pas dans quel esprit nous étions quand nous étions en train de légiférer ainsi, parce que la loi dans les pays développés, le mécanisme de travail qui consiste à légiférer n'est pas toujours donné aux simples juristes. Non, il s'agira d'intégrer les sociologues et les historiens. C'est très important. Dans les pays développés, c'est comme cela ça se passe. Et c'est après cela que les techniciens du droit entrent en jeu pour vérifier la légistique. Si, du point de vue technique, cela ne pose pas problème. Mais ici, on ne sait même pas qui sont ceux-là qui définissent au nom de quoi on met des dispositions du genre. Dans le contexte béninois, c'est une disposition dangereuse. Dangereuse. Vous le pensez? Dangereuse. Dangereuse. Pourquoi? Parce que au-delà de ce que nous savons, des difficultés que nous pouvons savoir, des injustices que nous pouvons comprendre, il y a un autre combat sur le terrain. Lequel? C'est le combat que nous savons étant au Bénin, étant africain. C'est le combat que nous savons, que nous connaissons tous. Le combat spirituel, il faut appeler les choses par leur nom. Je ne conçois pas que dans un village, on puisse élire, peut-être moi, parce que je suis peut-être visible, que je suis proche d'eux, c'est moi ils ont choisi dans le village pour les représenter. Mais parce que mon parti n'a pas pu obtenir les 10%, on prend mon challenger qui peut-être a pu obtenir seulement 2 voix pendant que moi j'avais 2000 voix, et c'est lui qui ira siéger. Bien, du point de vue juridique, il n'y a pas de souci. Il ira siéger. Mais est-ce que lui-même, il peut accepter aller siéger? Est-ce que si lui-même, il accepte siéger, il est sûr de terminer son mandat? Non, c'est pour vous dire que... C'est des considérations... C'est des considérations sociologiques qui doivent guider le travail d'élaboration des lois. Mais qui, malheureusement, avec ce que vous voyez, n'est pas pris en compte. C'est pour cela que nous allons prier pour que le lendemain d'aujourd'hui, nous ne constatons pas, je vais l'appeler ainsi, nous allons appeler les choses par leur nom, des morts subites. Nous ne constatons pas des cas de maladies non identifiables. C'est très important. Et je voudrais profiter ici pour dire qu'il est important que le législateur béninois, en voulant légiférer, puisse intégrer des paramètres sociologiques. C'est très important. C'est une disposition dangereuse. C'est une disposition dangereuse. Et je pense, et je voudrais prier les mâles de nos ancêtres, que cela ne nous conduise pas à des situations fâcheuses. Au-delà de la frustration qui pourrait être manifestée visiblement, il y a des frustrations qui sont contenues à l'intérieur de chaque individu et chacun opère par les forces qui sont à sa disposition. Et donc, le meilleur des cas serait de voir des gens se soulever un peu pour montrer qu'ils ne sont pas contents. Mais le grand danger, c'est ce que vient de vous expliquer. Que je voudrais que les gens puissent en tenir compte dorénavant. Oui. Ce n'est pas une belle disposition. Encore que les élections communales sont des élections de proximité. Ce n'est pas à perdre de vue. Landry Adelakun, quand même, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu des avancées aujourd'hui en ce qui concerne la participation des partis politiques aux élections, quand on sait d'où nous venons avec plus de 200 partis, quand vous voyez les bulletins de vote, il y a encore quelques années, c'est avec un nombre incalculable de partis où il faut chercher à la loupe pratiquement le parti pour lequel on veut voter. Aujourd'hui, nous avons 5 partis seulement en liste. Quelle appréciation faites-vous? Est-ce des avancées en matière de démocratie au Bénin? Je pense que ça, c'est un grand sujet sur lequel nous aurons certainement le temps de revenir. Parce que le diagnostic qui a été posé pour conduire à ce que nous sommes en train d'observer, 5 partis pour les élections, je pense pour ma part que
c'est un diagnostic un peu biaisé, en ce sens qu'avec la charte des partis politiques de 2002, il était dit que quand vous êtes parti politique et que vous ne participez pas aux élections législatives 2 fois consécutives, vous perdez votre statut de parti politique. Cela voudrait dire que l'application de cette charte nous permettait d'évacuer des partis politiques qu'on pourrait qualifier de plaisantins, parce qu'existant mais n'allant jamais aux élections. Or, le but fondamental d'un parti politique, c'est la conquête et l'exercice du pouvoir d'État. Et quand vous ne le faites pas, on vous applique les tests. Cela voudrait dire que de 200 partis politiques, on serait peut-être à 50 ou 30 partis politiques. Et dans cela, on acceptait les alliances. Mais lorsque nous n'avons pas respecté ces dispositions et que nous avons pensé faire autre chose, c'est un autre débat. D'accord, nous avons fait autre chose. L'appréciation, c'est qu'aujourd'hui, on dit 5 partis politiques, mais en réalité, c'est plusieurs micro-partis politiques qui se sont réunis pour donner naissance à ce que nous appelons aujourd'hui 5 grands partis politiques. C'est déjà, on peut dire que c'est déjà une avancée. Mais lorsque vous observez, vous vous dites, vous avez le pressentiment que dans les prochaines années, ce sont des réformes qui vont tomber. Vous avez ce pressentiment que ce sont des réformes qui vont tomber. C'est des réformes qui sont allées à la va-vite parce qu'on estime qu'en 5 ans, en 10 ans, nous allons réussir à développer le Bénin, à faire ce que les autres n'ont jamais fait. Oh, le développement, les réformes, c'est tout un processus. On pourrait aller tout doucement et les faits, les situations amèneront les gens à se mettre ensemble. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'observer un forcing. C'est un forcing, c'est vrai. On n'a forcé personne, mais vous verrez que les gens sont obligés de le faire pour pouvoir se retrouver aussi à la table des décisions. Mais vous verrez que c'est des choses que nous aurons le temps d'évaluer. Mais je dis, c'est un pressentiment, je peux me tromper d'analyse. Très bien. Landry Adelakou, vous êtes juriste, vous êtes avec nous depuis 8 heures sur la matinale des communales. Nous allons tenter une fois encore de joindre Peggy Ludovic Dagba avec la complicité de Hayat Fowé, si Peggy est disponible à intervenir en direct, parce que avec le temps écoulé, peut-être que le chef de l'État a fini de voter, donc est en train d'accorder une interview aux reporters, on ne sait jamais. Nous avons suivi successivement sur ce plateau, si vous venez donc de vous joindre à nous, Amel Didier Rumpenouji du côté de Porte-Novo. Nous avons suivi Jonas Boshi également, qui nous a fait le point en ce qui concerne les bureaux de vote parcourus dans l'Okosa. Nous avons suivi Laurent Roland Anthony Ikes, qui était de l'autre côté de la commune d'Abomey-Calavi, plus précisément à la mairie d'Abomey-Calavi. Et d'ailleurs, il nous a fait recueillir les impressions de 2 députés, 2 honorables sur place qui venaient pour accomplir le devoir citoyen. Nous avons également suivi l'arrivée du chef de l'État, du chef de l'État ce matin et son épouse qui devraient voter à l'école primaire les cheminots. Et donc, nous avons donc Peggy Ludovic Dagba que nous tentons de joindre. Landry Adelakou dans 7 minutes très exactement. Nous allons donc faire une pause. On va mettre la clé sous le paillasson en ce qui concerne cette première matinale. Donc, Peggy Ludovic Dagba est en ligne. Peggy Ludovic Dagba. Oui, Mobi Agua. Oui, dites-nous, le chef de l'État a-t-il accompli son devoir? Eh bien, il vient d'accomplir son devoir civique. Il a voté au poste numéro 3, je vous l'ai dit. Il était le 314e votant de ce jour dans ce bureau de vote. Et il vient de se retirer, non pas sans avoir fait quand même quelques mètres sur le pavé qui borde l'entrée de ce centre de vote, pour saluer un peu les populations qui se sont déplacées nombreuses pour venir quand même le saluer. Il y a même une dame qui vient d'avoir un échange avec lui pour lui dire merci vraiment pour tout ce qui est fait au quartier Zongo. Le quartier Zongo qui, ma foi, aujourd'hui a changé complètement de visage. Il faut dire pour ceux qui ont l'habitude de ce quartier-là, qu'ils puissent vraiment constater l'amélioration et le chef de l'État a eu un mot. Ça ne fait que commencer. Voilà donc ce qu'on peut dire. Il a salué vraiment avec de grands gestes et même eu des échanges en aparté avec certaines personnes. Et le cortège présidentiel vient donc de quitter ici le centre de vote de Charles Guillot de Zongo. Mais j'ai avec moi quand même un honorable député, un député donc de l'Union progressiste, qui va quand même nous dire quelques mots sur sa réaction par rapport au vote que le chef de l'État vient d'effectuer. J'ai nommé
Florentin Tchao. Bonjour. Bonjour, cher ami journaliste. Alors, quelles sont vos impressions par rapport au vote du chef de l'État auquel vous venez d'assister ce jour? Bon, avant tout propos, permettez-moi de dire merci, de remercier le chef de l'État, le couple Talon, qui viennent de remplir leur devoir civique. Ce n'est qu'un grand effet d'annonce pour demander à la population, ceux qui sont encore à la maison, de sortir. Sur le terrain, ce que vous devez constater, l'engouement est plus orienté que les fois passées. J'espère que jusqu'à ce soir, si le cap est maintenu, on aura quand même de très bons résultats en matière de taux de participation. Et la seule chose, la chaleur qui nous anime tous ici à ce centre, c'est la sortie de la population de Zongo suite à la reconnaissance de tout ce qui a été réalisé en un temps record. Des rues qui ne sont pas annoncées très tôt, ceux qui n'ont jamais vu depuis une trentaine d'années, une quarantaine d'années. Et ça se réalise sur Zongo, ça se réalise sur Cotonou, ça se réalise dans tout le Bénin. Je crois que c'est à l'actif du gouvernement et de notre chef de file, le président Patrice Talon, que nous félicitons. Et nous qui travaillons à ses côtés, on ne peut que lui souhaiter beaucoup de santé robuste pour lui et pour toute sa famille, et afin que l'œuvre entamée soit couronné de succès. Et je crois que dans une opacité très positive, ce résultat serait atteint. Et je crois que le doute va quitter le rang avec des sentiments de joie à la fin de son premier quinquennat. Alors, le vote de ce jour se déroule dans une situation un peu particulière, il faut dire. C'est bel et bien la propagation du coronavirus. Quelles sont les dispositions qui ont été prises selon vous et que vous avez constatées sur le terrain pour lutter contre le virus? Chers amis journalistes, vous avez compris que le gouvernement du Bénin ne fait pas du suivi de par le monde entier et on essaie de prendre des innovations compte tenu de la pandémie. Vous avez vu à chaque entrée de chaque centre, je viens de sillonner plusieurs centres de vote au niveau de la ville de Cotonou. À votre entrée, vous avez du gel alcoolisé où on vous force à vous nettoyer. Vous avez des masques qu'on vous donne, même si vous en avez d'autres, on vous les fait échanger pour que vous soyez plus en sécurité. Et c'est la distanciation qui est de normes et qui est de cela. Et il faut féliciter nos forces de l'ordre qui font un travail très remarquable. Ils ne tiennent pas compte d'un randonnée, même si vous avez des relations fraternelles qui vous amènent à vous approcher l'un à l'autre, mais ils vous demandent de respecter la distanciation. Et je crois que c'est à notre actif. Et l'événement d'aujourd'hui retenait tout simplement que nous ne pouvons pas, avec les mesures qui sont en train d'être prises, on ne peut pas attendre à dire qu'il y aura de cas de corona. On ne confirme pas, mais je peux vous dire que les dispositions sont respectées. Merci beaucoup. Peggy Ludovic Dagba, merci. Merci à l'honorable Florentin Tchao qui vient de se prononcer. Une question avant de vous laisser partir, Peggy Ludovic Dagba. Oui, Maurice Agua, je suis en direct. Que lisiez-vous sur le visage du chef de l'État? Écoutez, au risque de dire n'importe quoi, je crois que le chef de l'État avait quand même un visage souriant comme d'habitude, sans doute caché par sa bavette, parce qu'il avait quand même son cache-nez pour pouvoir donner l'exemple et se protéger contre le coronavirus. Mais l'homme était quand même visiblement souriant avec beaucoup de, beaucoup d'intérêt, beaucoup d'enthousiasme pour ce qui se fait ici. En tout cas, il ne s'est pas du tout fait dans l'économie de ne pas
discuter avec les siens. Hein, il y a eu quelques échanges quand même. J'en parlais tantôt. Qui montre quand même l'état d'âme de l'homme qui apparemment est content de ce que ce vote ait lieu ce jour avec autant de population qui se soit déplacée. Je crois qu'à la mi-journée, nous allons faire quand même un point de ce que c'est que le taux de participation à mi-parcours. Tout à fait. On pourra quand même vous dire. Là où le chef de l'État a voté, par exemple, autour de 9 heures déjà, près de 17 votants avaient déjà accompli leur vote. Notre bureau, il était déjà à près d'une vingtaine, autour de 9 heures. Donc cela donne un peu quand même, l'espoir qu'on aura un taux, un taux de participation plus amélioré que l'année dernière, au 28 avril 2019. Peggy Dovid-Dagba, vous étiez en train de dire tantôt, vous l'avez dit d'ailleurs, que le chef de l'État a effectué quelques mètres sur la voie pavée. Est-ce en direction de la Bourse du Travail ou dans le sens contraire? Et quel objectif visait-il en effectuant donc ces quelques mètres? Je vous l'ai dit, Maurice Agua, il y a eu beaucoup de monde qui s'est déplacé ici pour assister au vote du chef de l'État. Vous savez, c'est quand même la première personnalité du Bénin. Et quand il est annoncé quelque part, les gens veulent savoir pourquoi il est là, les gens veulent le voir. Donc, c'était pour saluer un peu ce beau monde qui s'est déplacé ici. Et ça a été dans les deux sens, tant dans le sens de la Bourse du Travail que dans le sens contraire, c'est-à-dire de la mosquée. Il a quand même salué avec de grands gestes les populations. Il a pu quand même discuter avec certains, comme je le disais tantôt. Peggy Dovid-Dagba, nous allons vous retrouver dans ce studio à 11h. Pour un peu décrypter tout ce que vous avez observé sur le terrain au cours de cette matinée. Est-ce que vous avez un mot de la fin? D'accord, nous allons dire à tout à l'heure simplement. Merci Maurice Agua. Merci Peggy Dovid-Dagba, merci pour ces informations que vous nous avez apportées. C'est important de suivre le vote du chef de l'État, Landry Adelakoun. Avant de clôturer donc ce panel, nous allons suivre un extrait des votants du côté d'Abomey Calavi qui ont donc accompli leur devoir citoyen avec la complicité de Martin Tonissé à la régie d'antenne. Ce matin du 17 mai 2020, ma joie est très grande. Ma joie est grande de venir exprimer le vote. Et le temps est même clément ce matin. Et ça indique que c'est dans la paix, c'est dans la joie que tout va se dérouler. Et vous voyez même les votants qui sont arrivés ici, on lit sur leur visage la joie, on lit la paix. C'est pour ainsi dire que c'est dans la paix que tout va se dérouler jusqu'à la fin de cette journée. Et pourquoi pas jusqu'à la fin de la proclamation des résultats définitifs. Quel appel à l'endroit des citoyens béninois? À l'endroit des citoyens béninois, de ne plus attendre à la maison, de sortir déjà ce matin pour aller exprimer leur vote et avec impartialité. Je crois que le dispositif mis en place permet d'aller aisément, sans trop de complications, sans difficulté même. Donc que les citoyens sortent, qu'ils aillent exprimer leur vote, comme je viens de le faire ce matin. Il faut que des gens bien avertis viennent gouverner cette localité, le Bénin en fait, dans le conseil de la décentralisation. Voilà, nous venons de suivre un Béninois, un citoyen qui a accompli son devoir de vote et qui invite les autres qui sont encore à la maison, qui sont devant peut-être leur poste téléviseur, qui nous suivent en ce moment, à sortir pour aller accomplir leur devoir citoyen. Landry Adelakoun, vous nous avez beaucoup apporté, vous avez apporté de l'eau à notre moulin, où vous avez du moins apporté beaucoup de points d'éclaircissement. En résumé, que pouvons-nous dire de tout ce que nous avons parlé de 8 heures jusqu'à maintenant? Ce qu'il faudra retenir, c'est que le Bénin, notre pays, est en train de poursuivre son processus de développement, son processus électoral dans la paix, dans la quiétude, et qu'il est important de rappeler à nos compatriotes qu'ils doivent quand même respecter les gestes et mesures barrières et adopter les comportements citoyens, et inviter ceux-là qui sont dans les centres de vote à ne pas retenir les masques qui ont été mis à la disposition de la population par notre gouvernement, et espérer que chacun de nous saura prendre les mesures nécessaires
pour ne pas se faire contaminer ou contaminer son camarade ou son compatriote par le Covid-19 et espérer qu'au soir des résultats, il n'y aurait pas de remous, de soulèvement et que tout se passera bien et que ceux-là qui seraient déclarés perdants auront la présence d'esprit de fêter également la victoire avec leurs autres compatriotes. Et je voudrais remercier déjà Eden TV pour le travail qui est fait, car il y a exactement 1 an, nous étions là pour la nuit des législatives. Aujourd'hui, nous sommes là pour la matinale des communales. Je voudrais espérer que la nature et que le Seigneur nous accordera encore la santé et le souffle de vie pour que nous puissions également revenir ici et pour la nuit ou la matinale des présidentielles et bien évidemment avec les téléspectateurs de Eden TV et auditeurs de Diaspora FM. Amen. Et Landry Delacon, vous êtes juriste, nous vous avons reçu sur ce plateau. Nous avons également parlé de l'historique un peu de la décentralisation, la participation des populations à la décentralisation à la base. Nous avons également suivi le président de la Sénat qui procédait au lancement de la campagne au lancement plutôt de ces élections communales et municipales. Nous avons suivi nos reporters sur place du côté de Porto-Novo, la capitale, avec Amen Didier Rumpenoudi. Nous avons suivi à Cotonou, Frégis Serlan. De l'autre côté, Peggy Ludovic Dagba, où votait le chef de l'État. Nous avons suivi également du côté d'Abomey-Calavi, Laurent Roland-Tonné-Ikes, du côté de Lokossa, c'est Jonas Bouchi qui continue, qui va rejoindre le département du Koufou. Et donc, tout au long de cette journée, vous serez informés de comment se déroule le vote à l'intérieur du pays et les informations au fur et à mesure qui nous parviendront dans ce studio. Vous les suivrez en direct depuis chez vous. Nous allons faire une pause, sauf si la réalisation me demande exceptionnellement de recevoir le reporter qui est en ligne. On ne sait pas encore qui est en ligne, mais nous sommes en train de clôturer ce premier panel de la matinale des communales. Donc, vous allez me retrouver tout à l'heure à 11h avec Peggy Ludovic Dagba. Amen Didier Rumpenoudi de Porto-Novo est en ligne. Nous allons le recevoir avant de retourner l'antenne. Amen Didier Rumpenoudi, vous nous avez joint exactement au moment où nous étions en train de clôturer ce premier panel. Amen Didier Rumpenoudi, vous êtes en ligne. Alors, merci Maurice Agua. Nous sommes en direct depuis Porto-Novo dans le 4e arrondissement et nous avons en face de nous le coordonnateur de cet arrondissement pour ce vote très important à Porto-Novo et dans l'ensemble du pays. Monsieur le coordonnateur, bonjour. Bonjour, je peux vous connaître? Oui, moi c'est Jérôme Oladjou, je suis le coordonnateur de l'arrondissement. Comment se déroule le scrutin municipal dans votre arrondissement depuis ce matin? Pour le moment, nous bénissons le Seigneur. Et avec l'aide des forces de sécurité, tout se passe bien jusqu'à l'heure précise. Vous avez sillonné les centres de vote? On est en train. Il y a des situations qui se présentent. On nous invite de part et d'autre. On est en train de régler un à un. Et par rapport aux gestes barrières, comment ça se respecte sur le terrain, les populations? Nous remercions aussi tous ceux qui sont à contribution, les agents de poste de vote et les agents de sécurité qui nous aident à s'assister. Ici, à l'EPP Camivier, il s'est posé un problème par rapport au cachet d'identification de la Sénat. Vous avez eu connaissance de cela et vous êtes descendu complètement sur le terrain. Parlez-nous-en. Bon, il s'agit de cachet Sénat qui a été endommagé. Le cachet ne marchait pas. Les amis nous avaient invités à venir apporter une solution à ce problème. Ce que nous pouvons, c'est que compte tenu des instructions de la Sénat, ils peuvent utiliser le cachet vote aussi. Et comme l'autre cachet est gâté, endommagé, ils sont obligés d'utiliser le cachet vote. Seulement, ce qui se pose, c'est qu'avec l'encret gâte le recto. Donc, on était obligé de venir au secours pour leur montrer un peu le mécanisme pour régler, pour que tout le monde puisse voter, puisqu'on n'a pas de cachet de réserve. Voilà la situation. Et les agents ou les représentants du parti estiment que ceux qui ont voté premièrement avec ce cachet au verso, eh bien que ces votes pourraient être annulés. Non, pas du tout. Parce qu'ici, on a été rassurés. On a été rassurés avec les agents qui sont sur le terrain, qu'il n'y a aucun problème par rapport aux votants, par rapport au vote exprimé déjà. Donc nous sommes rassurés que tout se passe bien et tout se passera aussi bien. Et ça a été réglé le problème? Le problème a été réglé, s'il vous plaît. Alors parlez-nous, dites un peu par rapport au vote par dérogation, que la Sénat a sorti une dernière décision. Oui, le vote par dérogation, je peux dire d'abord,
que la Sénat a sorti une décision qu'il n'y a pas cette fois-ci de vote par procuration. Au niveau de vote par dérogation, il a été dit officiellement que les agents de Sénat, c'est-à-dire les CA, les contrôleurs d'arrondissement, les PF, les membres de poste de vote peuvent voter par dérogation. Et on avait cru que ce n'est pas possible parce qu'avec la formation, on nous a dit que ce n'est pas possible. On nous a dit que c'est possible à condition qu'ils aient leur carte d'électeur. Là, on n'a pas besoin de carte d'identification. C'est carte d'électeur. Ceux qui ont les cartes d'identité, on dit. Non, les cartes d'identité ne sont pas autorisées. C'est carte d'électeur obligatoire. Voilà. Alors, monsieur le coordinateur d'arrondissement, quelle est la suite de votre journée aujourd'hui? Nous avons beaucoup de choses à faire parce que, voilà, les sollicitations à gauche et à droite, il faut qu'on se rende sur le terrain pour voir ce qui se passe réellement et apporter les solutions idoines. Merci infiniment, Mori Agua. Voilà un peu les explications du coordinateur d'arrondissement ici dans le 4e arrondissement de Porto Novo par rapport à ce vote et par rapport aux problèmes qui se posent sur le terrain, qu'il règle par endroit. On va pouvoir le retrouver dans l'après-midi pour faire le point de ce vote à Porto Novo et dans son arrondissement. Amen Didier Oumpenouji, merci beaucoup pour cet entretien avec le coordonnateur du 4e arrondissement de Porto Novo. Nous allons vous retrouver à partir de 11h. Nous prenons une pause en attendant de nous préparer pour vous rejoindre encore à partir de 11h. Amen Didier Oumpenouji, nous serons en votre compagnie jusqu'à 13h avant de vous retrouver à 17h. Vous serez avec Frégis Serwan et après la nuit électorale. Merci à vous, Amen Didier Oumpenouji. Mesdames, Messieurs, voilà, donc nous sommes à la croisée des chemins. Landry Adelakun, juriste, merci d'être venu nous tenir compagnie de 8h à maintenant. Nous allons donc retourner l'antenne à la régie pour toute la coordination. C'est Martin Toinse à ses côtés et Chimène Claudia Dossou. Nous avons également Romaric Devauchy que nous venons d'apercevoir. Pour tout superviser, c'est bien sûr Achille Roland Achille Didet, et nous avons également JB à la cabine technique, du moins à la régie, autant pour moi. Ayato Foé qui nous a aidé donc à joindre tous nos correspondants sur le terrain. Mesdames, Messieurs, on vous retrouve à partir de 11h13 exactement, où je serai en compagnie de Peggy Ludovic Dagba, rédacteur en chef de Diaspora FM, et un autre invité sur ce plateau. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez en notre compagnie. D'ici à là, on se retrouve et à très vite.